Une nouvelle séquence qui s'ouvre avec Laurent Marfisi, cofondateur, directeur général d'Unistellar. Bonjour Laurent. Bonjour. Et Stéphane Dour, directeur du développement et des partenariats de BPI France. Bonjour Stéphane. Bonjour. Ça va tous les deux? Le BIC se passe bien? Très bien, très busy comme on dit aux États-Unis. Oui. Pas mal de gens sur le stand, hein, et puis des étudiants, des jeunes, c'est sympa. Stéphane, busy aussi? Tachycardique. Tachycardique depuis ce matin. Avant de présenter Unistellar, je veux bien Stéphane quelques mots pour nous préciser tes missions et le champ d'action chez BPI France. Alors mes missions, tu fais bien de poser la question. Je vais les synthétiser en une chose. Dans ma direction, on essaie de créer la conversation avec le portefeuille de clients de BPI France. Et donc quand je dis créer la conversation, c'est que mes collaborateurs et moi, on est en lien au quotidien avec les accélérés qui sont là sur cette plateforme, avec les excellences qui sont là sur cette plateforme, avec la communauté des industriels, mais aussi avec le pool de partenaires de BPI France qui nous accompagnent sur tous les grands événements. Donc tout ça fait un écosystème de décideurs et notre direction essaye, tant bien que mal, et souvent très bien, de créer le lien avec eux. Avec le lien et avec des missions aussi sur l'industrie? Des missions sur l'industrie qui ne sont pas prédominante, mais le sujet est extrêmement fort et c'est un sujet qui traverse aujourd'hui les enjeux de la France. On retrouve ces industriels chez les accélérés, chez les excellences, et donc du coup ça fait aujourd'hui, je dirais pour la direction, un objectif, un why très fort, donc qui est ce why de la réindustrialisation et qu'on porte à travers les différentes initiatives qu'on a et dont je parlerai un peu plus tard. Et en tout cas, depuis le début de cette journée ici sur cette scène, on a de très bons retours sur les différents programmes et les communautés de BPI France et des entreprises et d'entrepreneurs qui sont ravis d'intégrer les différents programmes de BPI France. Laurent, pourquoi avoir créé Unistellar? Comment l'idée de développer des télescopes intelligents vous est-elle venue? Alors ça part en fait d'une expérience que moi et mon principal associé avons eue quand nous étions de jeunes ados. Chacun de notre côté, on ne se connaissait pas à l'époque, on avait un petit télescope et on a passé notre été à essayer d'observer, alors d'abord la Lune, etc., les planètes, c'est toujours intéressant. Et puis après, quand on a voulu s'aventurer vers les galaxies, les nébuleuses, tout ça, on s'est retrouvé devant un mur de difficultés et puis surtout une déception. Après avoir réussi à manipuler le télescope et à le pointer, on ne voit pas grand-chose, paradoxalement, dans un télescope. Grand paradoxe de l'astronomie. On ne voit pas grand-chose ou on ne comprend pas ou on ne peut pas analyser ce qu'on voit? C'est les deux en fait. On voit tellement peu, c'est tellement faible. On voit un espèce de voile gris à la place où là on imaginait voir une galaxie avec ses bras spiraux ou une nébuleuse avec ses couleurs fantastiques. On voit une espèce de tache grise et on se demande mais est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je suis bien là-dessus? Donc c'est pas évident. Et donc beaucoup plus tard, l'idée est venue de mon associé au départ de faire un télescope qui permettrait de voir, enfin, un télescope digne de ce nom, de voir ces galaxies, ces nébuleuses, en ajoutant un capteur très sensible dans le télescope. Et puis en discutant ensemble de ce projet, on s'est dit que ce serait bien aussi d'avoir un télescope qui ne prend pas tout un été à apprendre à utiliser, puisque quand on est adulte, on n'a plus ce temps-là. Et puis, on s'est dit que ce serait bien que ce soit un télescope qu'on puisse utiliser de chez soi, donc un télescope qui corrige les problèmes de pollution lumineuse, puisque la plupart des gens habitent en ville. Et enfin, j'ai voulu en faire un télescope qui puisse permettre aux gens de participer à l'aventure de la découverte scientifique. Ça, c'est quelque chose qui est très important, en fait. Aux origines de l'astronomie, il y a toujours eu des amateurs qui ont fait des découvertes importantes. Et à notre époque, ça commençait à se perdre avec les avancées technologiques qui dépassent les amateurs. Et bien là, nous, on a réinjecté un peu de ça avec nos télescopes. On a tiré parti du fait qu'on a maintenant des milliers d'utilisateurs à travers le monde. On a 30 000 utilisateurs dans le monde. Et ça permet de faire des choses que les scientifiques ne peuvent pas faire avec leurs gros instruments, aussi gros soient-ils. Ils sont à un seul endroit. Oui, alors que là, il y a 30 000 positions différentes. Voilà. Et donc, c'est de la science participative? Exactement. Et on est très fiers d'avoir des utilisateurs qui sont publiés. Ils ont leur nom à côté de scientifiques. Dans des publications scientifiques, ils ont fait des découvertes grâce à notre réseau de télescopes. Et je trouve le parallèle, mais sur cette science participative, un peu Stéphane, avec aussi l'ambition de faire connaître, je sais pas, les métiers. Je sais que les métiers d'industrie, aux plus jeunes générations, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'industrie et la science qui sont très proches. C'est aussi une des ambitions de BPI France. C'est une de nos missions et je dois dire que Laurent, quand il a parlé pour la première fois de sciences participatives, je pensais qu'il parlait des jeunes qui allaient être associés à la démarche d'innovation de son entreprise. C'était un peu plus large, c'est tous tes clients.
Et c'est vrai que cette résonance quand même de, je dirais, de participatif, d'apprentissage, c'est quelque chose qui nous meut aujourd'hui à la French Fab. On a envie de faire connaître les métiers de l'industrie. Et donc l'une de nos missions, et c'est en ça que ça se rapproche de la science participative, c'est d'essayer au maximum que les industriels que nous accompagnons fassent connaître leur métier à des jeunes, leur fassent découvrir la subtilité, la complexité de ces métiers et finalement de les associer à l'innovation qu'ils sont en train de créer. Laurent, c'est une ambition aussi peut-être? Alors nous, il y a un enjeu fort de transmission de la connaissance et de permettre aux gens de toucher du doigt ce que c'est la science, pour le démystifier un peu. Donc évidemment, à travers la science participative, on a des gens qui font l'expérience de ce que c'est la recherche scientifique, qui sont invités à participer à la rédaction de l'article scientifique une fois que les résultats scientifiques ont été obtenus. Et puis on a des parents qui font des observations avec leurs enfants pour la NASA, pour d'autres instituts scientifiques. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet de passage de témoins entre les générations. J'ai envie de faire un parallèle. Quand tu parles des parents et des jeunes, nous, c'est ce qu'on a observé dans l'équipe depuis quelques temps. On se rend compte qu'on change les imaginaires en changeant non seulement l'imaginaire des jeunes, mais surtout des parents. Et donc, depuis quelque temps, on dit que quand tu travailles bien, tu iras dans l'industrie. Et cela, il faut quand même faire aimer l'industrie d'abord aux parents. C'est clair. Laurent, le projet, il en est où aujourd'hui et quels ont... Enfin, c'est depuis 2015, c'est ça? Donc, on a créé l'entreprise en 2015. La gestation a commencé avant, bien sûr. Ouais. On a remporté notre premier prix d'entrepreneuriat en fin 2014. C'est la BPI qui nous a décerné un prix. Et ça nous a donné le dernier coup de pied au cul pour y aller. Donc, on avait remporté un prix de 40 000 €. Ensuite, on est allé chercher quelques prêts d'honneur dans la région. Grâce à ça, on a aussi obtenu une incubation dans un incubateur local. Et ça nous a beaucoup aidé, puisque tout le côté légal, juridique, etc., on était accompagné pour ça. Donc, automatiquement, on pouvait se concentrer sur l'innovation et sur le lancement de l'entreprise. Et donc, depuis, on s'est créé dans la foulée. On est parti sur une tournée de démos, etc. Et puis, fast forward, 10 ans plus tard, on célèbre notre 10 ans aujourd'hui. On a 30 000 utilisateurs dans le monde. On est partenaire avec Nikon, qui nous accompagne pour la conception optique de nos produits. On est partenaire avec la NASA, je l'ai déjà dit. On a fait des découvertes en partenariat avec eux. Et puis, là, on lance une nouvelle catégorie de produits. Donc, on fait un nouveau grand bond d'innovation. On a inventé le télescope intelligent moderne. Et puis là, on a inventé une nouvelle façon d'utiliser les jumelles. On a créé des jumelles intelligentes. Alors, elles vont faire quoi, ces jumelles? Alors, ce sont des jumelles qui s'appuient sur une technologie de réalité augmentée. En fait, ça ressemble à des jumelles classiques. Jusqu'au moment où vous appuyez sur le bouton « On », elles vont s'allumer, elles vont commencer à projeter dans votre champ de vision des informations contextuelles par rapport à ce que vous êtes en train d'observer. Donc ça a une utilité extraordinaire pour le ciel, c'est notre ADN au départ. Donc vous allez pouvoir voir les constellations qui vont s'afficher et qui vont vous guider dans votre observation du ciel en direct. Vous allez aussi pouvoir demander aux jumelles de vous guider quelque part. Je veux trouver Jupiter, par exemple. Hop, elles vont vous y emmener à travers des indications dans votre champ de vision. Et puis, c'est une nouveauté pour nous, de jour aussi. Vous allez pouvoir être informé sur, dans votre champ de vue, vous avez des montagnes, par exemple. Vous allez voir les chemins de randonnée qui serpentent dans la montagne, le nom des sommets, le refuge où ils se trouvent, la source d'eau, etc. Stéphane, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire tout simplement que c'est l'admiration qu'on vit au quotidien. Et c'est ce qu'on vit avec nos entrepreneurs Excellence. Tu fais partie du Club Excellence. Ouais. Et à chaque fois qu'on est avec eux, depuis ce matin, et même je dirais depuis hier soir, chacun d'entre eux porte en réalité une nouvelle vision de l'industrie. Et on voit cette résilience, on en parlait tout à l'heure lors d'un temps fort qu'on a fait, que vous portez. Donc malgré les difficultés, vous continuez à y croire, vous ne dormez pas beaucoup, vous œuvrez, vous continuez à avancer. Et donc pour nous, ça nous force à l'admiration. Donc voilà, moi je suis vraiment bluffé. Stéphane, tu rencontres toute l'année énormément d'entrepreneurs. Il y a toujours ce petit truc pétillant donc on raconte l'histoire et notamment la naissance d'un produit que j'aime beaucoup. Là, typiquement, c'est répondre presque à une frustration. C'est-à-dire qu'on regarde dans un télescope et ça ne fonctionne pas. On essaie de dire comment on peut faire. On a eu tout à l'heure des rollers électriques avec Mido qui était là, que tu connais peut-être. Tout à fait. Et je trouve leur histoire assez dingue tous les deux. Ils avaient commencé
très petit avec BPI France et sur un produit extrêmement innovant. Qui aurait cru qu'un télescope ne fonctionnait pas assez en 2014, alors que ça faisait des siècles qu'on les utilisait. Donc en fait, oui, je suis témoin de ça. On est témoin de ça au quotidien dans tous les territoires que nous visitons. Et en France, aujourd'hui singulièrement, c'est dire qu'il y a quelques siècles, avec des Jules Verne, on avait une connaissance de l'industrie, des innovations et de la manière dont ça a transformé le pays, et que depuis quelque temps, on ne voyait plus cet impact. Là, je pense que depuis maintenant quelques années, grâce à la French Web, grâce à BPI France et aussi toutes les organisations autour de l'industrie qui se réunissent à nos côtés, on commence à revoir ces belles histoires de l'industrie et on les révèle, on continuera à les révéler parce que je pense qu'on peut encore une fois, et je le répète, transformer les imaginaires et des parents et des jeunes pour faire aimer l'industrie. Et des belles histoires, il y en a beaucoup au sein des membres du Club Excellence. Stéphane, écoute, raconte-nous un peu ce qu'est ce club. Alors, au sein des membres du Club Excellence, on a beaucoup de belles histoires. On ne cache pas le fait que depuis 1 an, c'est un peu plus dur pour tout le monde. Donc ça, on le voit très bien. Et je pense que les médias, beaucoup de médias s'en font le relais. Et donc du coup, nous, on a pris le parti pris de montrer ces belles histoires au quotidien. Je pense que, j'en sais rien, je vais prendre un exemple, la maison MGA en Auvergne-Rhône-Alpes qui, je dirais, qui change, qui travaille dans la robotique et qui aujourd'hui est en train de créer la French Hub Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne vais pas toutes les citer, mais des exemples de belles histoires, on en vit au quotidien. Et en tout cas, nous, dans notre direction, notre mission, c'est de les révéler. Laurent, le Club Excellence, BPI France, qu'est-ce que tu y trouves et qu'est-ce que ça t'apporte ? On a vécu une expérience là récemment. Les 2 dernières années, on était dans le Club Excellence, on a eu accès à l'accélérateur PME. Et ça nous a apporté quelque chose d'incroyable. Déjà, c'est de voir une diversité d'aventures entrepreneuriales. On n'était pas que avec des entreprises innovantes, on était des fois avec des entreprises familiales, des fois multigénérationnelles, qui étaient en train de savoir comment faire pour passer de la PME à l'ETI. Et c'était nous aussi nos enjeux, mais nous, en tant qu'entreprise innovante, c'est un petit peu toujours la mécanique. On veut croître, on s'y attend et on le veut et dès le départ. Mais voilà, ces entreprises qui étaient dans un autre mode de fonctionnement et qui, lors de la passation du père aux enfants, il y a eu la volonté de changer d'échelle, par exemple. Et donc on a eu accès à ça, et on a eu accès donc à des témoignages, on a eu accès à des expériences différentes, à un partage d'expériences vraiment phénoménal, et on a aussi eu accès à des intervenants extrêmement pertinents, très pointus. Enfin, j'ai été vraiment frappé parce que, en plus, nous, on est très pragmatique quand on entreprend, on fait les choses, etc. Donc souvent, on se dit, bon, alors on va avoir accès à un cours de quelqu'un, ça va être théorique. Bon, est-ce qu'il va y avoir de la pratique? Des fois, c'est inspirant, mais on se rend compte qu'après, finalement, ça donne rien en pratique. C'est toujours intéressant d'être inspiré, ça permet de regonfler un peu, parfois dans des moments un peu difficiles. Mais après, on se rend compte qu'il n'y a pas tellement de choses actionnables. Et là, c'était tout le contraire. C'était à la fois inspirant et on avait des intervenants vraiment pertinents. Je dois dire que la BPI avait fait un super job sur ça. C'est un bel hommage à ce qui est devenu le Club Excellence. Hier soir, on était avec Pierre-André de Chalandard de Saint-Gobain. Et c'est exactement ça. Inspirant pour nous ne signifie pas star paillette, signifie plutôt quelqu'un comme Pierre-André Chalandard, donc qui connaît très bien l'économie, ou alors des chefs économistes dans le grand cabinet, qui sont vraiment là pour apporter à nos membres Excellence non pas du rêve, mais véritablement des solutions. Et tu as parlé du mélange petite start-up, PME, ETI, c'est ça le Club Excellence. C'est vraiment le gros groupement d'entrepreneurs d'exception qui représentent chacun d'entre eux l'excellence à la française à leur niveau. Laurent, dans la construction du projet de 2015 à aujourd'hui, c'était quoi les plus gros défis pour toi ? Alors, le premier défi, ça a été quand on a... Donc, nous, on est dans le hardware. Donc, qui dit hardware dit il faut démarrer avec un gros financement au départ. Parce qu'on ne peut pas fabriquer en série... on ne peut pas fabriquer à l'unité un télescope, ou alors c'est extrêmement cher. Chaque unité coûtera plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ce n'était pas notre objectif. Nous, il fallait qu'on reste dans la tranche de prix des milliers, maximum 10 000 euros pour que ça puisse avoir un marché.
Et donc, on est obligé d'être industriel. Qui dit industriel, ben, on parle d'emblée de 2 millions d'euros pour pouvoir lancer un produit. Surtout, nous, on a un produit assez gros, avec pas mal de savoir-faire dedans. Il y a de l'optique, il y a de l'électronique, il y a de la mécanique. Donc, le départ, c'était, mais comment on va faire pour financer ça? Et c'est vrai qu'il y a un vrai obstacle au départ. C'est dur de financer du hardware en France. C'est dur aussi aux États-Unis, mais c'est encore plus dur en Europe. Et donc ce qu'on a fait, c'est que nous, on est arrivé à une époque où on a eu la chance d'avoir accès aux plateformes de crowdfunding. Et donc on s'est dit que on allait vendre notre produit avant qu'il n'existe. Ça allait nous permettre de tester déjà notre marché et puis de commencer à collecter des fonds et montrer ça à des investisseurs en disant voilà, regardez, on a un projet. C'est non seulement un beau rêve, mais c'est le rêve aussi d'autres personnes, de futurs clients. Et donc on a fait ça, on a lancé cette campagne et c'est ce qui nous a permis de débloquer un premier financement auprès de Business Angel de 600 000 euros, qui lui-même nous a débloqué un complément de financement de la part de BPI France, en moitié en avance remboursable, moitié en prêt. Et ce qui nous a permis de collecter entre les précommandes, on a récolté 2 millions de dollars, un peu plus de 2 millions de dollars, c'était une plateforme internationale. Et 2 millions d'euros à côté de ça, entre la BPI et les Business Angels. Et c'est ce qu'il nous fallait, en fait, pour créer l'outil industriel, pour commercialiser le produit. Et donc, c'est ça, le premier défi, ça a été ça. Et ensuite, à partir de ce moment-là, voilà, on était une entreprise qui existait, on avait des produits, on se développait. Et là, le deuxième enjeu, c'était de financer la croissance. Et on avait besoin d'un coup d'accélérateur. Et donc, on a fait une deuxième levée de fonds. Cette fois, ça a mieux fonctionné puisqu'on avait du chiffre d'affaires, etc. On avait démontré qu'on savait livrer un produit complexe. Donc là, on a levé 4 millions d'euros. Et en complément, on a réussi une nouvelle fois grâce à BPI France. Et alors, cette fois-là, on a constitué un pool bancaire. Donc, il y avait BPI France et 2 banques régionales qui nous ont apporté à peu près 3 millions à côté de cette augmentation de fonds propres. Et ça nous a permis de nous asseoir, de continuer à développer, de lancer une deuxième version de nos produits, parce que le premier produit commençait à être copié, il fallait continuer à innover. Et à partir de là, donc il y a des difficultés, hein, il y a des défis qui sont apparus, surtout avec le Covid. En fait, avec le Covid, paradoxalement, nous, on a été un produit que le Covid a favorisé. Oui, j'imagine. Donc les gens se sont mis à acheter des trucs chouettes et on était une des échappatoires possibles quand on est enfermé chez soi. On va prendre un télescope pour s'évader, quoi. Et donc, on a été porté par le vent, on a eu un beau développement. Et on ne s'est pas bien préparé à la claque qui allait arriver lorsque les gens allaient finalement reconsacrer une partie de leur budget à d'autres choses, comme le voyage, le restaurant, etc. Et donc, comme beaucoup d'entreprises, on a souffert. Et là, il y a un gros challenge où il a fallu réduire la voilure, alors qu'on avait mis des investissements forts. Nous, on n'avait pas tellement nous, on a commencé à vraiment développer nos ventes en même temps que le Covid. C'est-à-dire on avait un petit chiffre d'affaires juste avant. Une année avant, on avait notre premier chiffre d'affaires. Ensuite, on a eu les 2 années Covid. Notre chiffre d'affaires a beaucoup grandi. Et nous, on s'est dit, on est un produit innovant, on doit grandir. Et donc, on pensait qu'on allait continuer à grandir assez fort, même si c'était moins fort. On avait fait une petite prévision, on n'était pas bête. On s'est dit, on va croître 2 fois moins vite. Mais en fait, non, on a grandi 4 fois moins vite. Et là, comme on avait fait des investissements, on s'est retrouvé en difficulté. Okay. Et là, ça a été le plus gros challenge de l'entreprise. On a vraiment eu très peur. Il a fallu trouver une façon de réduire la voilure, de se séparer de certains salariés qu'on avait embauchés en prévision d'une croissance future, de réduire même la surface des locaux. Voilà. Ouais. Et ça a été très dur, mais on s'en est sorti de 2 façons. Donc, d'une part, en économisant un petit peu, en réduisant la voilure, comme j'ai dit, et puis en prenant une partie de cet élan qu'on avait vers la croissance pour lancer les jumelles dont j'ai parlé. Un nouveau produit. Qui était un produit dont on avait déjà l'idée avant, mais on n'avait pas le temps puisqu'on était concentré sur les télescopes. Et là, on s'est dit, c'est le moment. On ne va pas rester à se recroqueviller. On ne peut pas que se recroqueviller. Il faut aussi un nouveau souffle qui vienne continuer à apporter de la croissance et de l'élan à l'entreprise. C'est du rebond, ça, Stéphane? C'est du rebond. J'avais une question. Quelle est la part de l'export dans tes ventes, toi? On est à peu près 85% d'export.
15% en France, 30% en Europe, à peu près 5 à 10% en Japon, et à la louche la moitié aux USA, la moitié de nos ventes aux USA. C'est du rebond et l'un des piliers de la French Fab, c'est l'export. Parce que c'est clair que le marché domestique est important, mais ce qui fait des champions, c'est clairement si on arrive à vendre nos produits à l'étranger, worldwide comme on dit. Et donc ça, c'est l'un des piliers qui est très fort. Et donc je vois que dans l'accompagnement que tu as reçu, tu as aussi, j'imagine, reçu un accompagnement de BPI pour l'export à travers des assurances, des garanties. Tout à fait. En fait, quand dans la phase où on a commencé à se développer, juste après notre levée de fonds à 4 millions d'euros, en fait, on a aussi, une partie du financement qu'on a reçu du BPI France venait aussi d'enveloppes dédiées à l'accompagnement export, en effet. Alors le rebond, c'est la résilience, je t'en parlais, et en effet, quand on prend Céline Bourdin tout à l'heure, qui nous en parlait, qui est en Mayenne, ou quand on prend Julien Catin en Bourgogne-Franche-Comté, donc la résilience des industries françaises, c'est ce qui leur permet, dans des périodes de crise, de faire le dos rond et après de rebondir. Et souvent, quand ils rebondissent, ils savent qu'ils seront accompagnés par BPI France. Stéphane, on doit conclure, une petite minute, le mot de la fin. Quels sont les grands enjeux, l'ambition pour toi sur les mois à venir, l'année 26 aussi derrière? Alors qu'on soit capable toujours de s'émerveiller quand on voit des histoires comme celle de Laurent et du Nustellar. Et pour ça, écoute, nous, nos grands enjeux, ça va être d'abord quelque chose qu'on a fait, je t'en ai parlé, donc du lancement de la French Fab Auvergne-Rhône-Alpes. On va développer notre emprise régionale, donc pour être au plus près des industriels. Et ça, on a toute une stratégie qui est en train d'être déployée par l'équipe, donc pour être au plus près des industriels dans toutes les régions françaises. Deuxième enjeu, c'est d'emmener les jeunes, justement, ce travail de l'imaginaire, donc les amener dans les industries. On a lancé ce matin, symboliquement, le Tour de France des industries. On part pour 13 étapes où on va emmener des jeunes dans des usines partout en France. Et enfin, le troisième enjeu, il le faut, c'est toujours continuer à vulgariser à travers des leviers qui se tournent autour des médias, des podcasts, des émissions. Donc voilà ce à quoi on va s'attacher dans les mois qui viennent. Faire connaître l'industrie, les industriels qui sont dans nos clubs ou pas, pour le plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci Stéphane. Merci beaucoup. Merci Laurent. Et on va passer à notre dernière séquence avant la conclusion. Nos deux prochains intervenants vont nous expliquer en quoi le quantique, on va parler d'ordinateur quantique, va ouvrir la voie à des avancées concrètes. C'est parti.